Régine Levrat. Donc alors, la suite de la chronologie. Donc tout à l'heure, on s'est arrêté aux environs des années 1948 hein, pour le père Georges Filin, Voilà, c'est ça hein. voilà. Alors, j'ai une partie, la troisième, qui est sur la période 1948-77. Il n'y a rien de véritablement exceptionnel, parce que, et c'est pour ça qu'elle est plus longue. La première partie, c'est vraiment l'enracinement, c'est le départ, c'est le démarrage. Là, je dirais, c'est une période de maturation où progressivement, le père Finet, avec Marthe Robin, a mis en place le foyer de Châteauneuf par étapes. Alors là, qu'est-ce qu'on peut voir? Oui, j'ai intitulé le premier chapitre Élargis l'espace de ta tente. C'est-à-dire, oui, ce qui est fondateur là-dedans, c'est le fait de passer de l'école de filles, où étaient les premiers bâtiments, à ce qu'on appelle le grand foyer. Et qu'est-ce qu'on appelle le grand foyer? Eh bien, c'est tout simplement pour le distinguer de l'école de filles. Et le grand foyer, ça veut dire d'une part une communauté nouvelle, avec deux communautés à partir de là, une pour l'école de filles, l'autre pour le grand foyer, et des bâtiments indépendants de ceux de l'école. Ce qui ne veut pas dire que les dortoirs des élèves ne servaient pas pendant l'été pour accueillir les retraitants. Mais il y avait ensemble de bâtiments distincts. Et le grand foyer, eh bien, il s'est fait progressivement, il a été construit, mais l'entrée, la séparation, enfin, le fait qu'il y ait deux communautés, c'est 48 et c'est ça une date charnière. Et puis tout de même, la vocation première, l'école était très importante, mais là, le père Finet a pu réaliser ça, et les foyers, la vocation première des foyers, c'est les retraites. Et là, je parcours ça, mais si progressivement le nombre de retraites a augmenté, et c'était des retraites, ça c'est un point à souligner, que j'étudie d'ailleurs davantage dans le deuxième ouvrage, sur la retraite fondamentale, qui est la caractéristique des foyers de charité, qu'on appelait au départ la retraite de chrétienté, retraites qui sont caractérisées par le fait qu'il y ait des gens de milieux extrêmement différents qui participent et que l'enseignement tente à donner quelque chose de global et vise à faire des apôtres. C'est ça la caractéristique. Je ne peux pas le détailler davantage, ça sera dans le deuxième livre. Mais voilà, grand foyer. Et ensuite, j'ai un chapitre sur 61-77, les foyers à l'heure de Vatican II. C'est important parce que le Vatican II a joué, le père Finet vivait au rythme de l'Église. Et là, j'explique beaucoup de choses sur l'Église à cette époque et sur le caractère novateur, j'oserais dire prophétique, des foyers. Bon, là, j'explique aussi l'extension de Châteauneuf, le rayonnement croissant des foyers, c'est-à-dire que c'est une période où déjà les foyers se sont multipliés, non seulement en France, mais dans tous les continents. Ça, c'est une de leurs caractéristiques. Dès les débuts, enfin assez vite, disons, il y a eu des foyers en Afrique, en Amérique latine et au Vietnam. Donc là, j'ai toute une partie. Et puis, j'aborde dans cette partie une question délicate qui reviendra dans la quatrième, c'est la crise des foyers. Les foyers ont vécu une véritable crise un peu avant la mort de Marthe et qui s'est achevée un peu après.
Marthe est morte en 81, la crise des foyers, c'est 77, 85, 86, enfin une période normale d'ailleurs, je dirais une crise de croissance, comme ça existe dans toutes les fondations. Une période de croissance, mais qui a été difficile, et le problème numéro 1 à cette époque, c'était le problème des statuts et de la reconnaissance des foyers par Rome. Jusque-là, les foyers étaient reconnus dans chaque diocèse, mais c'était un accord de personne à personne entre l'évêque et le foyer de Châteauneuf, c'est-à-dire Marthe et le père. Mais c'était un accord de personne à personne, durablement, vu l'extension des foyers, il fallait une reconnaissance par Rome. Et pour une reconnaissance par Rome, il fallait des statuts. Et les statuts, c'était pas simple, parce que les foyers sont quelque chose qui était alors totalement nouveau dans l'Église, c'est-à-dire des communautés de laïcs avec un prêtre. Et ça ne rentrait pas, j'allais dire, j'ose pas dire dans les boutiques, mais dans les catégories romaines. On pensait, il y a eu une période où on espérait que le concile ouvrirait des portes, mais le concile a eu d'autres occupations urgentes, enfin, et il n'a pas pu aller jusqu'au bout de son programme. Et disons que à la fin du concile, il n'y avait pas de porte ouverte encore pour les foyers. Trop novateurs, prophètes. Donc, c'était une difficulté qui d'une certaine façon demeure aujourd'hui. Ça a entraîné une véritable crise dans les foyers sur laquelle il n'est pas nécessaire de revenir. Mais cette crise, on peut dire qu'il y a eu une période quand même où le père Finet a été mis à la porte des foyers. Donc c'est quand même gravissime. Il a réussi à la porte des foyers du monde entier et de Châteauneuf. Ça n'a pas duré longtemps. Et Marthe est morte en pleine, au moment où les choses commençaient à se rétablir et étaient rétablies au niveau de Châteauneuf, où il a été reconnu à une assemblée particulière, à la Flatière, où les choses ont bien été mises en place. Mais ça a été difficile ensuite, parce que à Rome, ils avaient été rattachés, alors que c'était seulement à titre, disons, d'expérimentation, pas même d'expérimentation, mais d'études pour des statuts futurs. Tout avait été rattaché à la congrégation des religieux. Et là, ensuite, bon, il y a tout de même une porte qui s'est ouverte avec les laïcs. Mais il fallait d'abord quitter les religieux. Et les religieux ne voulaient pas laisser partir les foyers. Bon, période difficile sur laquelle je n'ai pas besoin de revenir, mais qui a beaucoup marqué le père Finet. Et quand je parle de la 4e partie, 1977-1990, je parle d'abord de cette crise, 1977-81, et ensuite j'en arrive à la mort de Marthe, toute cette période, les dernières années, et la façon dont Marthe a vécu aussi la crise et la mort de Marthe. Et là, il y a un problème. Bon, je ne veux pas m'appesantir là-dessus, mais bon, d'après tout ce que je peux savoir, Marthe est morte victime du démon. Or, ça, c'est quand même exceptionnel et inacceptable pour beaucoup. Or, le cas de Marthe est extrêmement particulier dans l'Église. Elle a été, d'autres aussi, le curé d'Ars en particulier, d'autres aussi ont eu une vie vraiment troublée à longueur de temps par le démon. Et Marthe est morte, d'après le récit du père Finet, qui a découvert Marthe morte dans sa chambre
un certain... vendredi après-midi, quand il y allait à l'heure où normalement elle était en agonie et il était avec elle, il l'a retrouvée morte. Alors évidemment, personne n'a jamais assisté à la mort de Marthe. Ça a été la surprise, mais cette mort de Marthe a posé beaucoup de problèmes. Donc, je n'en dis pas plus là-dessus et j'achève tout simplement sur les dernières années du père Finet, après la mort de Marthe. Là, il a eu toute une période, mettons 4 ou 5 ans, de 81, la mort de Marthe, jusqu'à 85, en gros, où il a voyagé à travers le monde pour visiter les foyers. Ça, c'est capital. Et disons, c'est devenu sa mission première. Il ne pouvait guère parler de Marthe avant, par discrétion. Et Marthe refusait qu'on parle d'elle. Et par ailleurs, il ne pouvait pas quitter Châteauneuf plus de 4, au maximum 5 jours dans la semaine. Autrement dit, il lui était impossible d'aller dans les foyers lointains. Donc, à ce moment-là, il avait, on est en 81, il avait 83 ans. Il faut s'en rendre compte, hein. Et il a voyagé dans le monde entier 4 ou 5 ans où sa mission, c'était de diffuser le message de Marthe. Enraciner les foyers pour faire connaître Marthe, enraciner les foyers. Et disons que les autres, il y avait un conseil des foyers qui a été créé à ce moment-là, hein, en 81. Donc, la gestion, il s'en est moins occupé et il s'est plus occupé de la diffusion de la pensée et du cœur de Marthe. Et les dernières années, il a quand même eu des années difficiles, où il a vécu comme un grand vieillard, des années, on peut dire, de dépouillement, où peu à peu, il a dû céder la place à d'autres. Il a eu un coadjuteur en 88, c'est-à-dire 2 ans avant sa mort, mais en fait le relais avait été pris en particulier par le père Lechet qui l'a secondé. Enfin, ça s'est fait progressivement, mais il a continué à prêcher des retraites pratiquement jusqu'à la fin. Mais là, il se faisait assister et on parlait des retraites à 2 voix. C'est-à-dire que, au début, il prêchait et son assistant lisait des textes qui correspondaient, et puis ensuite ça a été un peu inversé. C'est-à-dire que c'était son assistant qui lisait son texte, et puis lui intervenait de temps en temps, et intervenait avec sa vigueur qui était quand même toujours là. Et il a continué à avoir un beau rayonnement. Il avait un sourire, il avait une présence qui fait que bien des personnes, j'en ai des témoignages, sont venues suivre ces retraites. D'abord, il bénéficiait quand même de l'enseignement qui était donné par le père Colomb, hein, par son assistant, enfin son collaborateur plus exactement. Mais lui-même avait un rayonnement. Alors certains pouvaient être déçus, qui ne se rendaient pas compte au départ, mais beaucoup ont continué. J'ai des témoignages de personnes qui sont venues plusieurs années de suite alors qu'il déclinait manifestement. Hein. Donc les années de dépouillement, et puis ensuite son décès, je dirais un samedi saint. Ça, c'est quand même pas un détail. Pour moi, c'est extrêmement important, parce que le samedi saint, ça représente la période, certains vont dire le jour de Marie, oui, mais aussi la période de ce qu'on pourrait appeler le purgatoire. Marthe, la période entre la mort et la résurrection, pour moi c'est capital, c'est symbolique
Et d'ailleurs, dans mon deuxième livre, enfin bon, j'insiste beaucoup là-dessus, et je pense que ça a touché beaucoup de monde. Alors il y avait, je ne vais pas compter, j'ai oublié, des centaines, enfin sûrement plus de 100 prêtres. Il y avait quand même des représentants de tous les foyers qui avaient pu être avertis. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas pu l'être, hein, aux quatre coins du monde, et à l'époque, il y avait moins de moyens de communication qu'aujourd'hui. Donc, mais quand même, des télégrammes, enfin, il y a eu des témoignages multiples des quatre coins du monde. Hein. Donc... Eh ben, c'est l'occasion d'enchaîner sur la question suivante. Justement, comment votre livre a été reçu par le maximum de personnes? Vous nous en parlez tout de suite. À tout de suite.